Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Mathilde, également de Croc, légende du jeu de société, du jeu de rôle, et nous allons justement parler de sa nouvelle société, qui s'appelle Space Cowboys. Bienvenue dans Extra Life. Alors Mathilde, on va commencer direct par toi. Eh bah ouais, parce que tu as lancé sur nos lives une nouvelle émission qui s'appelle À table, qui est consacrée aux jeux de société ou aux jeux de rôle, enfin aux jeux de société uniquement. Déjà quelqu'un. Et est-ce que tu peux me présenter un petit peu Croc? Oh le piège. Bon, vas-y. Alors spécialiste depuis 30 ans dans le jeu de société et qui est en partie cofondateur d'une nouvelle boîte d'édition qui s'appelle Space Cowboys. Tu en as entendu parler comment, des Space Cowboys? J'en ai entendu parler par deux choses. Donc la première par Trick Track. Ouais. Parce que je suis tout le temps Trick Track, c'est mon, excellent site. C'est mon, voilà, c'est à la base. J'aime le jeu de société aussi parce qu'ils sont là. Ouais. Et aussi par des connaissances que j'ai eues et qui m'ont dit tu sais quoi, voilà. En gros, voilà comment je l'ai suivi. Donc Monsieur Croc, je l'ai connu aussi par Trick Track, enfin essentiellement par Trick Track en le voyant les parties filmées, on avait eu le plaisir de te recevoir en plateau déjà pour un Extra Life spécial dans le cadre de la soirée Shadowrun. Donc du coup, tu avais eu l'occasion de te présenter, nous dire sur tous les jeux pour lesquels tu avais bossé. Donc tu avais par exemple lancé Bitume, Innominé Satanis, également Bloodlust, enfin plein de grands classiques. C'était il y a très longtemps. Ouais. C'était il y a très longtemps. Et donc du coup, maintenant, tu te relances avec, entre guillemets, des vieux de la vieille. Donc, enfin, tu te relances. Tu as créé ta propre société pour mettre en place tes propres concepts et t'offrir la plus grande liberté possible. Est-ce que je dis des conneries ou c'est à peu près ça? Ouais, c'est pas tout à fait moi. À la base, c'est quand même plutôt Marc Nunes, le patron d'Asmodée, qui a quitté Asmodée. Et puis bon, voilà, dans sa capsule de sauvetage, il avait 4 places et donc il a dit tu veux en être. Et donc j'ai dit oui. Alors évidemment, Marc, il fait pas de jeu, donc évidemment après les jeux, ils viennent des trois entre guillemets créatifs des Space Cowboys. En l'occurrence moi, Cyril Demeg, ex Istari, mais il travaille encore pour Istari. Okay. Et puis Sébastien Pochon, qui travaille aussi encore pour Gameworks, qui avait fait Jamaïca, Animalia, tout ça, Tikal 2, et lui aussi nous a rejoints. Et alors, donc là, si on compte bien, il y en a 4. Et puis, il y a le Taskmaster, celui qui nous fouette, le Bosco, c'est ça, dans les capitaines dans la piraterie. C'est Philippe, qui est un des 3 cofondateurs d'Asmodée avec moi et Marc. Okay. Et qui est toujours un peu l'homme de l'ombre, qui gère les relations avec les artistes, avec les auteurs, qui fait les contrats, qui fait tous les trucs horribles qu'on n'a pas envie de faire. Ouais. Voilà, je comprends. Et puis surtout, on va dire que c'est le diplomate du groupe, sachant qu'il veut pas qu'on le voit. Donc c'est un diplomate secret, un peu comme Machiavel un peu. Tu vois. Enfin, en tout cas, il sera jamais à la télé. Enfin, si, il s'était fait électrocuter là sur Trick Track l'autre jour, mais sinon non, il veut pas qu'on le voit. Mais par contre, les auteurs et les artistes étant des petites choses fragiles, on a souvent bien besoin de lui pour mettre de l'huile dans les rouages. D'accord. Voilà. Et du coup, Space Cowboys, en fait, ça n'a pas été créé là tout récemment, c'était créé il y a quelques temps. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait pourquoi il y a eu une phase de gestation entre guillemets, genre si longue, pour aujourd'hui commencer à travailler sur réellement des projets bien concrets, dont on aura l'occasion de parler un peu plus tard dans cet Extra Life. Parce qu'on était très fatigués, donc on a hiberné pendant 1 an. Et ça a commencé l'année dernière, mais le temps que on décide sur quel projet travailler, d'ici qu'on lance les produits eux-mêmes, ça a mis très longtemps. Parce qu'en fait, plus on prend son temps, plus on prend son temps. Alors je pense que le résultat va être récompensé, enfin ça va être bien, mais bon, c'est vrai qu'on a pris notre temps. Okay. Et le premier jeu sort pour le salon à Cannes dans 3 semaines. Là. D'accord, donc dans 3 semaines, le salon à Cannes. Alors ça, c'est pendant l'édition de cette SRF, sera pendant ou la semaine d'après. D'accord, ok. Et donc, voilà. Un petit mot, Mathilde, sur le salon justement en question qui est à Cannes, c'est quoi exactement? En gros, c'est le plus gros salon de jeux de société français, quoi. Ok. Donc c'est la Gamescom du jeu de société un petit peu? Ouais, c'est un peu l'équivalent, ouais, c'est un peu ça. Ouais. Voilà. Okay. Et parce que l'IQ du jeu de société, c'est SN. Okay. On va dire ça comme ça. Ouais. Donc voilà, donc c'est ça. Et il y a plein de nouveautés, il va y avoir tous les éditeurs, il va y avoir... Puis comme disait Crowd, donc il n'y a pas que ça, apparemment aussi, parce que moi j'y suis encore jamais allée, donc je voudrais découvrir ça. Mais je sais que c'est massif. Okay. En gros, et donc il y a aussi l'As d'or qui est décerné là-bas aussi. Oui, tout à fait.
Ça, c'est important. Et puis voilà. Donc en gros, c'est le truc massif qu'il ne faut pas louper en France de l'année. Ok. Voilà, de jeux société en tout cas. Qu'est-ce que vous présentez là-bas? Alors, quel est le grand projet secret de Space Cowboys? Le secret, on ne le dira pas, c'est le principe du truc secret. On présente donc Splendor, notre premier jeu qui sera sorti, qui sera normalement en vente, croisant tous les doigts qu'on peut avoir, y compris les doigts qui permettent au beau temps de pas faire couler, enfin au mauvais temps de pas faire couler les bateaux. Hein. D'accord. Donc ça va arriver en bateau. Normalement, on a des exemplaires nous, mais qui sont venus en avion, mais le gros du truc arrive en bateau. Donc Splendor. Ça vient d'où du coup? De Chine. De Chine. Ok. Ouais. Donc c'est un jeu, on va dire un jeu de stratégie plutôt abstrait, on va dire quand même, même s'il y a un thème de renaissance avec des fabricants de bijoux. Ouais. Ça reste quand même un jeu de réflexion. Ouais. Et puis ça va être le jeu qui va être normalement en vente. Et puis le deuxième jeu qu'on va présenter, un jeu qui a encore pas de nom, il s'appelle Pirate. Alors autant dire que quand tu vas sur les sites, un jeu qui s'appelle Pirate, il y en a 200, donc on peut pas être plus bas, s'appeler Pirate. On a des grandes réflexions sur comment il va s'appeler. Ouais. En tout cas, c'est un jeu sur le monde de la piraterie, plutôt familial, on va dire. Familial dans le sens Days of Wonder, donc Aventurier du Rail, Catan, c'est pas le jeu de loi. Hein. Ouais. Et donc chaque joueur joue à la fois des pirates, des marchands qui essayent de traverser les Caraïbes, et puis il y a des vaisseaux de ligne anglais qui coulent les pirates. Enfin bon, c'est un bon bordel, et c'est normalement ça c'est un jeu plus léger qui peut peut-être nous ressembler un peu plus quand même. Okay. À vrai dire, Splendor aurait peut-être pas dû être le premier jeu sorti par les Space Cowboys, mais c'est simplement parce que c'est le premier qu'on a terminé. Ouais. On a, on va dire, 5 ou 6 projets en cours, puis ils sortent quand ils sortent, quoi. On n'a pas spécialement de stratégie de sortie des produits, ils sortent quand ils sont prêts. Donc voilà, Splendor était le premier, il sort. Qui est derrière, du coup, Splendor et le jeu sur la piraterie? Alors, l'auteur de Splendor, c'est Marc-André. Il avait fait un petit jeu chez Gameworks qui s'appelait Bonbon, un jeu de mémo hyper malin et surtout ultra beau, et c'était un truc pour à la fois enfant adulte. Ouais. Et puis Pirate, c'est un jeu de Sébastien Blisdale. Alors lui, il a fait un peu parler de lui l'année dernière sur un jeu qui s'appelle Keyflower, auquel je n'ai pas joué, mais ça doit être super. Je pense que c'est un peu différent parce que son Keyflower, de ce que j'ai entendu dire, c'est un jeu sérieux, un jeu de plateau de réflexion, quoi. Et là, il a fait quelque chose de vraiment plus familial. Okay. Voilà. Et donc, du coup, dans cette structure Space Cowboys, qu'est-ce qui vous a amené à choisir ces deux projets, à travailler sur ces deux projets avec ces auteurs? Est-ce qu'il y avait une raison? Est-ce que vous avez une ligne éditoriale qui est un peu particulière, qui est différente? La ligne éditoriale, elle est ultra simple. Donc, on est 5 à décider. Et il faut qu'il y ait un des 5 qui soit moteur du projet. C'est-à-dire que c'est celui qui doit le défendre absolument. Ouais. Et après, il emmène qui veut dedans, sachant que si vraiment il y a un de nous qui trouverait qu'un truc est juste impossible, on le ferait pas. Mais si on prenait un jeu qui plaît à tout le monde, eh ben on aurait un truc tout naze parce que quand tu moyennes tout le monde, ça fait un truc moyen, quoi. Donc on essaye de s'arranger pour que y ait au moins 2 personnes qui soient à fond dessus. Sur Splendor, par exemple, c'était moi et Marc. Sur Pirate, c'est plutôt Marc et Philippe. Voilà, et sur le suivant, c'est un peu encore moi. Enfin voilà. Et afin qu'on ait à la fois des gens qui soient à fond sur le projet, qui travaillent et qui font que le jeu sorte, et à la fois des électrons libres qui sont moins impliqués, et donc qui regardent un peu plus de haut, et qui n'ont pas l'attachement sur le produit, donc ils peuvent dire des choses, alors des fois un peu méchants ou un peu définitifs, qu'on n'oserait pas dire quand on est sur un projet depuis 1 an ou 1 an et demi, mais qui disent là les mecs vous déconnez, là c'est n'importe quoi ce que vous faites. Mais si tout le monde est impliqué dans le truc, cette personne-là qui dit c'est n'importe quoi, elle n'existe pas. Donc c'est comme ça qu'on essaie de se goupiller. Pour l'instant ça marche. Bon, on n'a même pas sorti le premier jeu, donc je peux pas te dire si ça va marcher, mais c'est l'idée, quoi. Et un petit mot sur Space Cowboys. Donc Space Cowboys, alors je ne sais pas si vous êtes fan de Clint Eastwood ou pas du tout. Donc évidemment, il s'agit du film de Clint Eastwood, et non pas, parce qu'a priori, Jamiroquai a sorti un album qui porte également ce nom. Donc c'est pas une référence à Jamiroquai, c'est une référence au film d'Eastwood, qui était le concept, c'était justement une bande de vieux qui repartaient à la conquête de l'espace. Et donc du coup, c'est quoi exactement pour vous votre conquête de l'espace avec Space Cowboys version jeu de société? Votre objectif ultime? La plupart, c'est se faire plaisir, travailler sur des projets qui nous plaisent, et puis travailler dans un cadre
agréables, donc des tout petits bureaux, des choses qui sont de forme humaine. Ce que Asmodée n'était plus parce qu'il pouvait plus, parce qu'à partir du moment où on est 80 ou 100, dire qui c'est qui vient à pizza le midi, là si on se pointe à 80, le pizza Yolo il va pas être content. Donc voilà, et puis les décisions prennent beaucoup plus de temps à prendre parce que les implications sont beaucoup plus complexes et des choses que doivent vivre la plupart des studios de jeux vidéo, de choses dans ce genre-là. Je vais faire le parallèle. Et donc, exactement. Quand tu travailles chez Ubisoft pendant 10 ans, au bout d'un moment, tu as envie de créer ta petite structure et prendre tes décisions. Alors nous, c'est seulement se faire plaisir. J'ai quand même dans l'idée que Marc, ayant monté Asmodée de rien à ce que c'est devenu, ils se disent on a encore 15-20 ans, on pourrait peut-être refaire pareil. Moi j'ai un peu de doute, mais bon, ça fait 30 ans que je le suis, donc je le suis, voilà, pour l'instant ça s'est bien passé. Hein, donc voilà, alors après refaire ce qu'on a fait avec Asmodée, je sais pas, c'est pas non plus d'actualité, mais s'il y a des grosses réussites, comme des jeux vraiment qui sont très fédérateurs, tant pis, si les gens veulent acheter des jeux, on leur en vendra, il n'y a pas de souci. Hein. Mais bon, c'est pas le but. Quand tu as accepté de rejoindre Space Cowboys, est-ce que tu avais, toi, à l'esprit un projet qui te tient à cœur depuis des années, que tu n'as pas réussi à faire mûrir, et un truc que tu aimerais voir épanouir au sein de cette nouvelle structure? Est-ce que tu as des envies, toi, vraiment personnelles? Ouais, alors quelques trucs. Et sauf que pour l'instant, je me suis pas donné le temps. Je vais surtout pas dire que j'ai pas le temps, parce que ça, c'est vraiment... On a toujours le temps de faire tout ce qu'on veut, c'est qu'on a d'autres priorités. Pour l'instant, les projets qui sont développés chez Space Cowboy me conviennent vraiment. J'ai quelques petites idées, mais qui sont tellement à l'état d'embryon que ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais de toute façon, moi, j'aime bien tous les jeux, quoi. Que ce soit les jeux de la concurrence, que ce soit les nôtres. Donc, je pense que le fait que je suis très admiratif de tout ce que les créateurs peuvent sortir et de toutes ces autres boîtes peuvent éditer, ça met mon esprit créateur un petit peu en arrière. Le projet moi, j'étais très content de Claustrophobia. Je sors une extension l'année prochaine quand même chez Asmodée. Voilà, pour l'instant, j'ai pas besoin d'autre chose. Ça se passe très bien comme ça. Et du coup, Space Cowboys, est-ce que ce sera uniquement du jeu de société ou tu auras également du jeu de plateau avec des figurines, des trucs genre ultra beaux, ultra complexes à créer, etc. Est-ce que tu peux juste teaser sans rentrer dans le détail? Ouais, donc là, tu essaies de me faire dire qu'on travaille sur un jeu Conan. Donc. On peut le dire, oui. Alors, oui, si on peut dire. On peut dire qu'on a prévu de travailler sur donc, la licence Conan, sur des figurines. Ça va faire plaisir à plein de gens. Sur un projet... très ambitieux, avec un directeur artistique assez connu. Je me rends pas compte. Nous, dans le milieu du jeu, c'est quelqu'un de très connu. Je sais pas dans les autres milieux, mais il faut encore qu'il donne tout à fait son accord. Bon, c'est compliqué, ça va mettre du temps, ça va faire quelque chose de très bien, je pense. Okay. Mais à mon avis, ça sera. C'est un projet de longue haleine, là. C'est pas pour tout de suite. Si j'en juge le temps qu'on a mis à sortir des petits jeux qui avaient l'air qui avaient l'air simples à sortir, j'imagine ce que ça peut donner sur un projet de cette taille-là. Et du coup, pour l'aspect fabrication, est-ce que vous mettez vraiment les mains dans le cambouis? Vous allez en Chine pour regarder les usines, pour regarder la qualité de fabrication. Vous avez des exigences au niveau, alors je ne sais pas, mais je ne connais pas du tout ce milieu-là, mais au niveau de la création des boîtes, des cartes éventuellement, etc. Ça se passe comment? Alors, on parlait de Essen tout à l'heure. Il y a un autre salon qui est un peu plus obscur pour le plus grand public. C'est le salon de Nuremberg qui a eu lieu il y a une semaine. Ouais. Et où là, tous les fabricants chinois, japonais, coréens, thaïlandais, je raconte rien, enfin bon, je sais pas. C'est un salon asiatique. C'est un salon uniquement pro. Ouais. Et c'est là où Philippe, par exemple, que l'homme de l'ombre va regarder par exemple, il m'a ramené des dés avec des niveaux de gravure différents. Voilà, ça c'était le prix, parce que si les dés sont pas gravés, on sait qu'au bout d'un moment, ils s'effacent. Le niveau de détail, tout ça. Donc, il a ramené quand même un petit scoop. Dans Conan, il y a des dés spéciaux, donc avec des faces qui sont pas 1, 2, 3, 4, 5, 6. On voulait savoir comment est-ce qu'on peut les marquer. On a un autre jeu qui va sortir, qui a des dés spéciaux aussi. Donc, il fallait qu'on ait des dés. Donc là, il s'occupe de ça. Dans le jeu de pirates, il y a des figurines de bateaux. On voit traîner déjà sur Facebook, vous pouvez aller voir.
qui ont été modélisés en 3D, fabriqués en Chine. Donc aller directement en Chine, ouais, ça sert un peu, mais c'est pas non plus. Surtout que c'est des gens avec qui on travaille depuis très très longtemps, avec Lostro déjà, avec Eldorado déjà avant pour les films en plomb. Donc ça, c'est Philippe qui s'occupe de tout ça. Oui, il faut être très pointu sur le sujet parce que sinon on a des trucs chers et pas bien, quoi. Mais bon, voilà, oui, il faut se tenir au courant, mais il n'y a pas besoin de se déplacer non plus tout le temps. Du coup, toi, tu es fan de jeux de société. Qu'est-ce qui te... Parce que j'ai une transition toute prête. Hein, qu'est-ce qui te plaît le plus dans le jeu de société? Moi, il y a un truc qui me plaît, qui est évident. Je pense que c'est un peu pareil pour toi. Qu'est-ce qui te plaît dans le jeu de société? C'est compliqué. Je sais pas comment le décrire, en fait. C'est le côté interaction avec les gens, mais en même temps, la stratégie, vraiment de la stratégie, de la réflexion. Moi, c'est ce que je préfère. Par exemple, pour moi, un des jeux du moment que j'adore, c'est Rencontre Cosmique, même si c'est un vieux jeu. C'est 77, mais il y a une réédition en 2009, donc c'est comme ça que je l'ai connu. Et là, pour moi, il y a ça. Il y a le côté interaction avec le joueur, genre en mode t'es mon allié, t'es plus mon allié, t'es machin, t'es truc. Mais aussi le côté, genre, faut bien réfléchir à quelle carte d'attaque tu veux mettre, ou si tu mets une carte d'attaque ou pas, ou comment gérer tes attaques avec ton pouvoir d'extraterrestre. Et tout dépend aussi de tes alliés, quel pouvoir il a, que tu peux peut-être... Enfin bon. Donc tu as les deux, tu as quand même de la stratégie, il faut que tu réfléchisses, et en plus tu as l'interaction avec les gens, donc ça c'est vraiment ce que je préfère dans le jeu de société. Par contre, ce que je déteste, c'est les jeux de bluff. Alors ça, je déteste ça, mais alors... Parce que je suis très nulle. Ou les jeux d'enchères aussi. Moi, ce que j'aime beaucoup, en travaillant dans le jeu vidéo depuis maintenant des années, c'est complètement virtuel, mis à part la manette que tu as en main, et peut-être éventuellement la boîte, mais c'est un truc qui disparaît. Ouais. Moi, ce que j'aime bien dans le jeu de société, c'est justement toute la phase d'installation. Tu ouvres ta boîte, tu regardes les petites figurines, éventuellement les petites figurines, tu les peins. Donc ensuite, tu as tout ton deck avec des cartes. Alors, les illustrations des cartes, c'est hyper important. Et donc du coup, je me demandais, quand tu choisis tes dés, parce que l'air de rien, moi, le dé, c'est un objet que j'adore. J'ai toujours adoré. J'ai des beaux dés, j'ai vraiment des formes très 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 beaux dés. J'ai plein de dés en fait, complètement différents. Tu prends le dé comme ça qu'on te propose, tu regardes, tu le touches et tu le choisis au toucher. Comment ça se passe pour choisir un bon dé? Justement, qu'on te propose plein de niveaux de gravure différents, etc. Moi, c'est un truc que j'adorerais faire. C'est juste comme celui-là, ce dé-là il est parfait. Et le poids aussi. Enfin, alors le poids, oui. Non, alors pour les dés, c'est pas... ça va dépendre aussi de... Moi, je pense plutôt de la façon dont on fait les angles, parce que le poids ou tout ça, c'est une chose, mais plus les dés sont carrés, moins ils vont tourner, et plus tu risques d'avoir un dé qui va faire boum et qui va glisser. C'est typique des dés de casino qui sont obligés d'être lancés très loin, qui sont à coin carré. Donc moi j'aime bien les dés qui sont un petit peu ronds, enfin qui sont un peu qui roulent plutôt très bien, quoi. Mais au-delà de ça, il faut surtout dans les jeux voir des choses qui sont lisibles du premier coup d'œil, lisibles que telle face va pas se confondre avec telle autre. Parce que tant qu'on est sur des 1, 2, 3, 4, 5, 6, il n'y a pas de souci. Mais quand on a des symboles différents, je crois que la problématique de l'icône que tu vas mettre est plus importante que le dé lui-même. D'accord. Ça c'est sûr. Ok. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous parler brièvement du projet Conan? Est-ce qu'il a atterri comment chez Space Cowboys? Est-ce que c'est un univers que vous aviez envie de travailler depuis longtemps? Est-ce que vous avez, toi, personnellement, est-ce que tu as un attachement particulier à cet univers? Est-ce que tu es fan des bouquins? Non, pas particulièrement, non plus, non. Si, du premier, comme tout le monde, mais... Ouais, enfin, tu l'as revu récemment? Ouais, je trouve ça toujours aussi barbare, et la musique du film... Le mec qui se transforme en serpent, là, avec le... Ouais, parce qu'on le voit, il s'en va, et il y a juste une queue qui s'en va. Les effets spéciaux, ils ont vieilli, ça c'est clair. Mais ensuite, ne serait-ce que par la musique, la BO de Conan, c'est une des plus grandes BO de tous les temps. Moi, c'est la BO, c'est ma BO jeu de rôle, quoi. Dès que tu avais une séquence un peu épique, c'était Conan derrière. Quand le jeu va sortir, tu sais déjà quelle musique tu mets pour jouer. Déjà, au moins... En fait, c'est l'auteur qui est presque le 6e larron des Space Cowboys. Donc, c'est Fred Henry, l'auteur de Timeline et puis d'autres petites choses comme dans ce genre-là, Les Bâtisseurs récemment. Et il a un petit coin à lui, hein, c'est un peu notre petite mascotte. Il vient travailler là parce que il aime pas être tout seul chez lui. Et donc quand il s'agit de faire un jeu de cette ampleur-là, il a eu la gentillesse de penser à nous. Et puis voilà, quoi. Et puis on a tout de suite voulu tenter l'aventure. Non, moi le thème, pas plus que ça. Le monde par contre de la figurine, des jeux de combat tactique et tout ça, oui, là je suis à fond dedans.
que ce soit Conan ou autre chose, non, pas plus que ça. J'ai une question un peu pointue, mais qui n'est pas forcément intéressante. Ils ont tenté de sortir un MMO il y a quelques années sur Conan. C'est même eux qui ont la licence, même des livres. Ok. C'est Funcom qui est ayant droit de la licence Conan. Alors je ne sais pas, peut-être que les descendants sont morts ou leur ont vendu le truc, mais c'est Funcom qui est... D'accord. Oui, donc. Ouais, parce que du coup, le MMO n'a pas trouvé son public. Est-ce que c'est un truc qui vous inquiète? Est-ce que vous avez checké un petit peu ce qu'ils avaient fait dans le jeu de rôle? Est-ce qu'il y avait éventuellement pas plu aux joueurs, aux fans? Est-ce que c'est un truc qui est important ou pas du tout? C'est surtout que nous, on n'a pas World of Warcraft en face. Donc c'est moins risqué. Non, mais c'est pas faux. Je suis sûr qu'en dépensant l'énergie qu'ils ont dépensée à Age of Conan, ils auraient fait un Skyrim, ils s'en seraient sortis, ils auraient fait une très grosse vente et ça aurait marché. Moi, tout ce qui est MMO, tant qu'il y aura Appareil Online, tant qu'il y aura WoW en face, quand tu vois que même Star Wars s'est planté, et les jeux de plateau Star Wars, ils marchent, ainsi que les jeux de rôle, les jeux de cartes, des trucs. Donc, non, il n'y a pas d'incidence là-dessus. Puis j'ai trouvé que c'était un peu bizarre leur vision du monde, parce que j'y ai joué au début, là. J'ai fait le mois gratuit, comme tout le monde, à tuer des crabes sur la plage, là. Voilà. On te vend Conan et tu tues des crabes sur la plage. Je suis d'accord. Donc voilà, cherchez l'erreur. Nous, on ne tuera pas de crabes sur la plage, c'est sûr. Okay. Mathilde, est-ce que tu as une question pour Croc? Il en a dit tellement que je crois que je suis bien, moi. Quel est le jeu que tu attends le plus? Est-ce que tu as pu voir certains des titres qui vont être présentés lors du Festival de Cannes? Alors, malheureusement, je me suis focalisée sur leur jeu secret. D'accord. Je sais pas trop. Ah, ok. Bon, on m'a tellement vendu que malheureusement j'attends ça, mais après. Mais j'en reviens pas, c'est pas grave. Ah, oui. Mais non, mais en fait, le truc, c'est qu'il y a. Enfin, aussi, une chose, c'est que dans je sais, ça fait pas si longtemps que ça, même si je suis fan, ça fait pas si longtemps que ça que j'y joue. Et donc là, depuis 1 an et demi, 2 ans, je viens de redécouvrir à quel point il y en a énormément. C'est comme si je venais de rentrer dans le jeu vidéo. Donc en fait, c'est compliqué pour moi parce que je me rends compte qu'il y a, forcément, il y a tellement d'éditeurs, il y a tellement de jeux que là, en fait, il faut que j'ai énormément de choses à revoir, parce que j'ai quand même, heureusement je pars pas de rien, mais j'ai tellement de choses à revoir, à refaire que en fait, voilà, il y a tellement de choses à voir que j'ai pas plus, c'est compliqué quoi. Mais c'est génial. Mais tant mieux, je suis complètement un enfant là, tu découvres en partie, tu es obligé d'aller chercher les classiques. Du coup, en plus, tu as le côté, tu joues avec des gens, donc éventuellement, on peut déjà y jouer à une certaine époque ou pas. Toi, pour des débutants, qui commencent un petit peu en jeu de société, tu conseillerais quoi? Pour conclure sur un truc. Débutants, pas des enfants, des adultes. Non. Des adultes qui veulent se lancer. Ouais, qui en ont marre du virtuel. En ce moment, tout le monde joue sur son smartphone, sa tablette, etc. Qui veulent un truc le must obligatoire, c'est Puerto Rico. Obligatoire. Tu peux pas. Fais le pitch rapidement, Puerto Rico. C'est un jeu où tu joues une colonie dans les Antilles. Et puis tu dois renvoyer ce que tu as produit, du café, du thé, café, sucre, choses dans le genre, tu dois le renvoyer au pays, donc Espagne ou Portugal, je sais pas, et puis avec ça tu marques des points. Le principe du jeu de base, donc c'est un jeu de développement, le principe du jeu de base, c'est qu'à chaque tour, chacun choisit un rôle. Par exemple, je plante, donc tout le monde plante, mais celui qui a choisi de planter, il plante mieux. Après le suivant, il dit je vends. Tout le monde vend, mais lui, il vend un petit peu mieux. Et le jeu, c'est simplement quel rôle tu vas prendre à quel moment. C'est-à-dire quel rôle tu vas prendre qui va t'avantager toi extraordinairement et qui va le plus ne pas intéresser les autres. D'accord. Et c'est un jeu qui doit avoir peut-être 15-20 ans. C'est indémodable. Il y a eu une très belle édition qui est sortie récemment, chez Istari d'ailleurs. Il y a eu plein d'autres éditions avant, Tilsit, il y a eu plein d'éditions. Ça, c'est vraiment le truc. Tu joues à ça, tu te dis, voilà, je sais ce que c'est que les jeux de société moderne, on va dire. Très bien, merci beaucoup. Et petit teasing, donc cet Extra Life va être diffusé tout début mars. La prochaine émission à table est prévue pour quand exactement? C'est le 21 février, donc je pense que ça sera diffusé un petit peu avant, du coup, la diffusion de cet Extra Life. Ouais, Est-ce que tu peux déjà, du coup, pour les gens qui éventuellement ne l'auraient pas vu sur nos lives et tiennent à le regarder sur notre online, est-ce que tu as déjà une idée un petit peu du contenu? Tu peux teaser un petit peu Oui, c'est déjà quasiment tout prêt.
Alors, va y avoir une grosse partie sur le jeu à la carte. Donc, c'est un jeu qui est moi j'adore parce que voilà, émission à table, un jeu de bouffe. Voilà, j'adore. Je me suis dit, je vais faire un truc un peu fun. Puis ce jeu est vraiment bien en fait. Il est simple et ce que j'aime beaucoup, c'est le côté physique des choses. En fait, on a une vraie petite poêle. Enfin bon, voilà ça. Je vais faire une rubrique rétro sur Rencontre Cosmique. Ouais. Donc en gros, c'est-à-dire que je vais récupérer plein de boîtes de jeux, des anciennes, et puis la nouvelle édition, puis on va regarder tout ça. Et puis de la nouveauté, et puis ça par contre vous regarderez, vous verrez. Donc je participe ou pas à l'émission du coup? Non, tu participeras pas à celle-là. Ça, heureusement, parce que je me serais vengé de la dernière, mais un truc d'une puissance hallucinante. Il faut savoir que c'est la première émission à table, donc on avait... je me suis un peu fait entuber, on m'avait promis des choses et t'as pas tenu parole. Non, moi j'ai fait exprès pour la télé. C'est inadmissible, c'est inadmissible. On me dit genre, finalement t'inquiète, je suis avec toi et en fait non. J'ai cassé un deal. Et au Far West, quand on casse un deal, normalement c'est la plume et le goudron. Oui, c'est vrai. Mais bon. Merci beaucoup Croc d'avoir participé à cette émission, merci Mathilde. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel Extra Life. Salut tout le monde.